dans les terres arides où les murmures des anciens prophètes résonnent encore à travers les déserts balayés par le vent et les pierres usées par le temps. Une tapisserie tumultueuse de conflits a été tissée, fil après fil sanglant. Bienvenue dans les royaumes assiégés d'Israël, une terre vénérée comme un sol sacré par des milliards, mais aussi un théâtre tumultueux de luttes incessantes et de guerres déchirantes. Depuis les luttes acharnées de la guerre de Palestine de 1947 à 1949, impliquant des figures telles que David Ben Gourion et le roi Abdallah Ier, jusqu'aux ombres imposantes jetées par les titans du conflit tels que Gamal Abdel Nasser pendant les jours tendus de la guerre des 6 jours en 1967. Pouvez-vous entendre le grondement des canons à travers la péninsule du Sinaï? Pouvez-vous sentir les sables mouvants sous le poids des divisions blindées qui s'affrontent dans la chaleur accablante? En Israël, pour être réaliste, il faut croire au miracle, a dit David Ben Gourion. Une phrase qui se propage à travers les flots tumultueux de l'histoire conflictuelle d'Israël, reflétant la quête incessante de paix au milieu d'une symphonie d'épées et de chagrins. Absorbant les puissantes paroles de Mahatma Gandhi, œil pour œil finit par rendre le monde entier aveugle. Comment ces échos de non-violence se propagent-ils à travers les océans tumultueux de conflits historiques et de contentieux? Rejoignez-nous, alors que nous traversons les chroniques du passé, marquées par les batailles d'Israël, naviguant à travers la brume de la guerre et les échos de conflits tumultueux, pour dévoiler les histoires humaines cachées sous l'ombre des épées et les tempêtes de l'histoire. Bienvenue dans le journal de Jules César. Les échos de Balfour, l'héritage d'une promesse centenaire dans les conflits modernes. Dans le creuset de la Première Guerre mondiale, une proclamation puissante a émergé qui résonnerait à travers les couloirs de l'histoire, laissant une empreinte indélébile sur la tapisserie de la géopolitique du Moyen-Orient, la déclaration Balfour. Rédigée le 2 novembre 1917 par Arthur James Balfour, le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, ce document cryptique mais mémorable articulait le soutien du gouvernement britannique à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Le théâtre historique était dressé sur fond de déclin de la puissance de l'Empire ottoman et du calcul stratégique des intérêts impériaux britanniques, entrelaçant les fils de la diplomatie, de la guerre et des aspirations sionistes. Naviguer à travers les complexités de la déclaration révèle une convergence de motivations. La Grande-Bretagne, engagée dans le labyrinthe du conflit mondial, cherchait à sécuriser des alliances de guerre et des sphères d'influence d'après-guerre, en utilisant la déclaration comme une pièce stratégique d'échec. Sur cet échiquier géopolitique, des personnalités éminentes ont joué un rôle instrumental. Chaim Weizmann, un leader sioniste notable et chimiste, a cultivé une influence significative au sein des échelons politiques britanniques, contribuant à une dynamique nuancée à l'évolution de la déclaration. Des nombres et des statistiques dévoilent la transformation démographique que la Palestine a subie. Au premier stade de la déclaration Balfour, en 1917, les habitants juifs constituaient environ 10% de la population de la Palestine. En accélérant à travers les couloirs du temps, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les habitants juifs avaient proliféré à approximativement 30%, reflétant les impacts tangibles des courants migratoires facilités par la déclaration. Une mosaïque complexe d'accords internationaux et de promesses a caractérisé cette époque. L'accord Sykes-Picot de 1916, un arrangement secret entre la Grande-Bretagne et la France, a tracé des sphères d'influence au Moyen-Orient, semant les graines de promesses conflictuelles avec les gardiens arabes des terres. Ces promesses entrelacées ont cultivé un environnement propice aux contentieux et aux contestations futures. Plongés dans les profondeurs des nuances historiques, découvrent des intersections curieuses des impacts de la déclaration. Les habitants arabes, les gardiens historiques des terres palestiniennes, se sont retrouvés pris dans un courant tumultueux de changements démographiques, de promesses politiques et des oscillations des stratégies impériales britanniques. Leurs voix résonnent à travers l'histoire, écho de sentiments profonds de trahison et de désillusion, alors que leur majorité démographique et leurs revendications historiques étaient submergées sous les courants du projet sioniste en cours. Citer le texte de la déclaration Balfour elle-même éclaire l'essence de ces engagements articulés.
le gouvernement de Sa Majesté voit avec faveur l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine. Le creuset du cataclysme, chronique d'indépendance et de Nakba, 1947 à 1949. Dans la tapisserie complexe de l'histoire du Moyen-Orient, les années 1947 à 1949 se dressent fièrement comme une période marquée par des transformations dramatiques, portant les empreintes de la création nationale et du déplacement calamiteux des êtres humains. La conclusion du mandat britannique en Palestine a ouvert la voie à la réalisation de la vision sioniste d'une patrie juive, comme encapsulée dans la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies. Adoptée le 29 novembre 1947, cette résolution faisait écho à l'approbation internationale de la partition de la Palestine en États juifs et arabes. L'annonce a résonné sur la scène mondiale, galvanisant des réactions diverses et préparant le terrain pour un conflit imminent. L'émergence d'Israël, le 14 mai 1948, a marqué un moment monumental, annonçant la naissance d'une nation dans un milieu turbulent d'opposition et de contestation. David Ben-Gourion, incarnant les aspirations du mouvement sioniste, a proclamé la création de l'État d'Israël, un acte qui a enflammé les flammes du conflit avec les États arabes voisins. Une coalition d'armées arabes en provenance d'Égypte, de Syrie, de Transjordanie, d'Irak et du Liban s'est dirigée vers le jeune État juif, annonçant le début d'une lutte acharnée connue sous le nom de guerre d'indépendance dans les récits israéliens. Parallèlement au courant de conflit coulaient les flux tragiques de souffrances humaines et de déplacements, désignés comme la Nakba ou catastrophe en langage palestinien. Cette période a été caractérisée par un exode significatif de la population arabe palestinienne, avec des estimations allant de 700 000 à 750 000 individus. Des villages ont été abandonnés et des communautés historiques ont été perturbées, tissant une histoire de pertes et de déplacements qui résonne avec des réverbérations profondes dans la mémoire historique et collective palestinienne. Naviguer à travers les contours du conflit dévoile divers lieux stratégiques qui étaient centraux pour les batailles en cours. Jérusalem, un épicentre de signification religieuse et nationale, est apparu comme une ville farouchement contestée, assistant au siège de son quartier juif et à sa division subséquente. Des batailles clés, telles que celles à Latroun et les corridors vers Jérusalem, ont mis en évidence les manœuvres militaires stratégiques, illustrant l'intensité de la lutte pour des territoires pivots. Les anecdotes de cette période sont ponctuées d'histoires d'efforts diplomatiques et d'expériences individuelles. Des couloirs des Nations Unies où se déroulaient des batailles diplomatiques aux champs et ruelles, où les individus faisaient face aux réalités crues de la guerre et du déplacement, une multitude d'histoires ont émergé. Des figures notables, telles que le comte Folke Bernadotte, un médiateur de l'ONU, ont joué des rôles cruciaux dans le récit historique du conflit, incarnant les complexités et les défis des efforts de paix en ces temps tumultueux. Les accords d'armistice de 1949 ont délimité les frontières qui ont émergé des cendres de la bataille, dessinant une carte marquée par des lignes d'armistice plutôt que par des frontières internationalement reconnues. Ces lignes, teintées des empreintes du conflit, encapsulaient les gains et les pertes territoriales qui définissaient les réalités géopolitiques dans le sillage de la lutte. Dans les domaines des nombres et des statistiques, la guerre résonnait avec les tons durs de la perte et de la souffrance. Les pertes israéliennes se chiffraient à environ 6 000, un lourd tribut pour une nation en devenir. Les pertes arabes, elles aussi, portaient le poids des intensités du conflit, contribuant au paysage plus large de tristesse et de sacrifice. Sable de conflit, la tapisserie déployée de la crise de Suez de 1956. Dans une cascade tumultueuse de dominos géopolitiques, en 1956, le canal de Suez, le nerf du commerce maritime et de la navigation stratégique militaire, est devenu l'épicentre d'une crise intense qui a dévoilé les paradigmes changeants de la politique mondiale de l'après-guerre. Le 26 juillet, le leader égyptien fougueux et ambitieux, Gamal Abdel Nasser, a nationalisé le canal de Suez,
un geste qui a résonné dans les couloirs du pouvoir de Londres et Paris, ébranlant les fondations des intérêts économiques et stratégiques occidentaux au Moyen-Orient. Le canal, une voie d'eau artificielle traversant les paysages arides de l'Égypte, était le conduit par lequel passaient les 2/3 de l'approvisionnement en pétrole de l'Europe. Dans les ombres secrètes de la diplomatie, une collusion infâme a été forgée entre Israël, le Royaume-Uni et la France. L'objectif était clair, mais tissé de couches de complexité. Une intervention militaire tripartite visant à récupérer le canal et à renverser Nasser. Israël, motivé par la sécurisation de la navigation à travers les détroits de Tiran et la répression de la férocité croissante des attaques des Fedayeen, a lancé une invasion dans la péninsule du Sinaï le 29 octobre. La Grande-Bretagne et la France, masquant leurs actions sous le prétexte de protéger le passage maritime international et de prévenir les hostilités entre l'Égypte et Israël, ont initié une série d'attaques aériennes et maritimes. Opération Mousquetaire, le nom de code sous lequel les opérations britanniques et françaises se sont déployées, a mis en jeu un puissant éventail de navires de guerre et d'avions, affichant les machinations militaires robustes que possédaient les puissances occidentales. D'ici le 6 novembre, un cessez-le-feu a été contraint sur les belligérants par une pression internationale croissante, orchestrée principalement par les États-Unis et l'Union soviétique. Les géants de la guerre froide, bien que discordants idéologiquement, ont exprimé des sentiments unifiés d'opposition contre l'invasion tripartite. Un tableau intrigant de réponse internationale a émergé dans le sillage de la crise. Le président Dwight D. Eisenhower, animé par un mélange nuancé de considération de la guerre froide et de la doctrine de promotion de la paix et de la stabilité, a été véhément dans sa dénonciation de l'agression tripartite, utilisant son arsenal économique et diplomatique pour instaurer une cessation des hostilités. Les Nations Unies ont également joué un rôle pivot, déployant la première force de maintien de la paix, la force d'urgence des Nations Unies, FUNU, exemplifiant un cadre novateur dans les paradigmes de résolution des conflits et de maintien de la paix. Au milieu des tremblements ricochants du conflit, des faits et des chiffres ont peint un portrait saisissant de l'épisode historique. Le bilan des morts a résonné avec les échos de vies perdues, témoignant de la disparition d'environ 1650 Égyptiens, 230 et un Israélien, et 450 soldats britanniques et français. Économiquement, le canal est resté fermé jusqu'en mars 1957, emprisonnant le commerce maritime mondial dans un réseau d'incertitudes et de perturbations. Une mosaïque organisée d'anecdotes embellit également le récit historique de la crise de Suez. Un tel récit résonne avec le Premier ministre britannique, Sir Anthony Eden, et sa méconception de Nasser en tant que dictateur, le comparant aux figures notoirement véhémentes de Mussolini et Hitler. De telles méconceptions ont résonné dans les chambres de prise de décision, influençant la dynamique de l'implication britannique. L'éclair sur le Levant, la refaçon du Moyen-Orient lors de la guerre des 6 jours de 1967. Au cours de l'étouffant été de 1967, le Moyen-Orient est devenu le creuset d'un conflit transformateur qui a recalibré le paysage géopolitique de la région. La guerre des 6 jours. Un conflit rapide et décisif, la guerre a été déclenchée par un concours de disputes territoriales, de jeux politiques risqués et de mésévaluations militaires. Les tensions ont escaladé de manière précipitée avec les mouvements dramatiques du président égyptien Gamal Abdel Nasser, notamment l'expulsion des forces de maintien de la paix des Nations Unies du Sinaï et la fermeture des détroits de Tiran à la navigation israélienne. Suez Action, attisés par les vents du nationalisme arabe et une diplomatie internationale chargée, ont préparé le terrain pour les événements tumultueux qui ont suivi. Le 5 juin 1967, Israël, percevant une menace existentielle imminente, a lancé une frappe aérienne préventive, décimant l'armée de l'air égyptienne. Cette première salve a résonné avec un impact étonnant, façonnant la trajectoire du conflit. Les forces de défense israéliennes, FDI, sous le commandement stratégique de généraux tels que Moshe Dayan et Yitzhak Rabin, ont exécuté une campagne sur plusieurs fronts contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Jérusalem, une ville emblématique brodée de significations religieuses et historiques, est devenue un champ de bataille acharné, culminant dans l'unification de la ville sous le contrôle israélien.
Cartographier les 6 jours tumultueux de conflit révèle un paysage marqué par des batailles pivots et des changements territoriaux. La péninsule du Sinaï, les hauteurs du Golan, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont sortis du creuset de la guerre en tant que territoire sous administration israélienne, modifiant radicalement les équations géographiques et politiques de la région. Les statistiques de la guerre esquissent son ampleur et son échelle stupéfiante. Les pertes israéliennes se chiffraient à environ 776, tandis que les États arabes ont subi un tribut bien plus lourd, avec des estimations grimpant à 18 000. Plongé dans les granularités historiques, découvre des moments et des manœuvres qui ont ponctué le conflit. Des opérations notables, telles que la bataille de la colline des munitions et l'encerclement de la vieille ville de Jérusalem, sont devenues gravées dans les annales de l'histoire militaire. Les citations des protagonistes de la guerre résonnent avec les intensités et les émotions de l'époque. « Nous sommes retournés au plus saint de nos lieux saints », a déclaré Moshe Dayan en atteignant le mur des lamentations, encapsulant le sentiment de résonance historique et religieuse ressenti par de nombreux Israéliens. Pourtant, dans les ombres de la victoire, se dessinent les contours de tragédies humaines et de conséquences complexes. La guerre a donné naissance à une mosaïque complexe d'occupations militaires, de dilemmes politiques et de considérations humanitaires. Une population palestinienne significative est passée sous administration israélienne, inaugurant une ère marquée par des défis en matière de gouvernance, de résistance et de recherche de la paix et de la sécurité. Des curiosités scintillent également dans la tapisserie historique de la guerre. L'opération Moked, la première frappe aérienne d'Israël, se dresse comme un témoignage des éléments de surprise et de planification minutieuse, reflétant une fusion remarquable de l'intelligence et de l'exécution militaire. La guerre a également été témoin d'un épisode intrigant impliquant l'USS Liberty, un navire naval américain attaqué par inadvertance par les forces israéliennes, un événement tragique enveloppé de mystères et de controverses. Le siège silencieux, chronique de la guerre d'usure, 1967 à 1970. Dans les suites tumultueuses de la guerre des 6 jours, le Moyen-Orient s'est retrouvé pris dans un conflit éreintant et usant, connu sous le nom de guerre d'usure, 1967 à 1970. Cette guerre ombragée, moins célébrée que ses prédécesseurs et successeurs, s'est taillé une place dans les annales de l'histoire militaire en tant que lutte prolongée, principalement le long des étendues balayées par le vent du canal de Suez. Le paysage de la guerre était ponctué de positions fortifiées, de duels d'artillerie et des échos lancinants des bombardements aériens. Le calcul stratégique de l'Égypte sous la présidence de Gamal Abdel Nasser cherchait à saigner l'armée israélienne à travers des opérations de faible intensité soutenues, visant à recalibrer l'équilibre des pouvoirs et à récupérer les territoires perdus lors du conflit précédent. La détermination de Nasser était reflétée par un leadership israélien tout aussi inébranlable, déterminé à maintenir ses possessions territoriales et à dissuader de futures hostilités. Le théâtre du canal de Suez était marqué par d'immenses fortifications militaires, judicieusement nommées la ligne Bar-Lev par les Israéliens, transformant la région en un bastion fortifié, symbolisant le concours plus large de volonté et de stratégie militaire. Ces remparts sont devenus les points focaux de nombreuses attaques, embuscades et contre-attaques, sous-tendant l'essence du conflit d'usure. Les chiffres racontent une histoire du coût de la guerre. Des milliers de vies ont été éteintes dans la chaleur de la bataille. Les pertes égyptiennes sont estimées entre 2000 et 10 000, tandis qu'Israël a subi environ 1424 décès. Les coûts matériels étaient également vertigineux, avec le déploiement généralisé d'artillerie, de chars et d'avions, entraînant des pertes substantielles et des dégradations des actifs militaires. Examiner de plus près les détails de la guerre révèle le rôle de grandes figures historiques comme Hafez al-Assad de Syrie, dont l'armée a également affronté Israël dans des escarmouches répétées sur le front du Golan. Les acteurs internationaux tels que les États-Unis et l'Union soviétique, avec leur rôle diplomatique et militaire, ont également jeté des ombres influentes sur les événements. Des curiosités parsèment ce paysage historique. L'utilisation des batteries de missiles solaires fournies par les soviétiques par les forces égyptiennes
était une nouveauté du conflit, renforçant leur capacité défensive. Tout aussi intrigante était l'innovation israélienne en réponse, la construction d'une marine de fortune sur le canal à l'aide de bateaux civils modifiés qui sont devenus connus sous le nom de flotte Zippo en raison de leur vulnérabilité au feu. Des citations historiques encapsulent l'éthos de l'époque, comme les mots de Nasser, « Ce qui a été pris par la force ne peut être restauré que par la force », reflétant un sentiment omniprésent alimentant la persistance du conflit. Les anecdotes du niveau terrain humanisent davantage le récit du conflit, racontant des histoires de soldats endurant des conditions désertiques difficiles, un danger soutenu et les contraintes psychologiques d'hostilité incessantes. Une riche tapisserie d'opérations militaires dessine le récit de la guerre, incluant des opérations israéliennes notables telles que Raviv et Priya, visant à démanteler les fortifications égyptiennes et à affirmer la dominance militaire. L'infusion de la guerre aérienne, marquée par la participation intense de l'armée de l'air israélienne, a ajouté une dimension formidable aux stratégies militaires et aux confrontations. Tonnerre en octobre, analyse des échos de surprise et de lutte de la guerre du Kippour. Octobre 1973 a vu les nuages de la guerre descendre à nouveau sur le Moyen-Orient, alors que l'Égypte et la Syrie lançaient une offensive coordonnée et surprise contre Israël lors du Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif. Les sables du désert le long du canal de Suez et le terrain accidenté des hauteurs du Golan sont devenus des épicentres de confrontations militaires intenses et éreintantes. Un sentiment renouvelé de nationalisme arabe et la quête pour récupérer les territoires perdus ont propulsé les stratégies militaires du président égyptien Anwar Sadat et du président syrien Hafez al-Assad. La surprise était à la fois stratégique et psychologique. Les forces égyptiennes et syriennes ont réalisé des gains initiaux. L'Égypte a réussi à traverser le canal de Suez et à établir des têtes de pont, tandis que la Syrie exerçait une immense pression sur les hauteurs du Golan. Des noms comme la vallée des larmes et la ferme chinoise sont devenus synonymes des batailles féroces qui ont marqué la poussée et le tiraillement incessant du conflit. Des dates gravées dans la chronologie du conflit, comme le 6 octobre, lorsque la guerre a commencé, et le 25 octobre, lorsque le cessez-le-feu négocié par les Nations Unies était en grande partie en vigueur, délimitent l'urgence et la rapidité des machinations diplomatiques et militaires. Les données parlent de l'intensité du conflit. Israël a subi environ 2800 décès, et les pertes arabes étaient considérablement plus élevées, avec des estimations variées. Des personnalités historiques telles que Golda Meir, la première ministre d'Israël, et le secrétaire d'État des États-Unis Henry Kissinger ont joué un rôle instrumental dans la navigation à travers les tumultes de la guerre et de la diplomatie. La diplomatie navette de Kissinger et le réapprovisionnement américain des forces israéliennes ont été décisifs dans la détermination de la trajectoire du conflit. Au milieu des réalités crues de la guerre se dévoilent des curiosités et des anecdotes. Par exemple, le nom de code Opération Badr, choisi par l'Égypte, encapsulait un symbolisme historique et religieux, évoquant une ancienne victoire militaire islamique. Des histoires de bravoure individuelle, comme celle du commandant de chars israélien Zvika Greengold, qui, contre toute attente, a tenu tête aux forces syriennes dans les hauteurs du Golan, ajoutent des couches de détermination et de résilience humaine au récit historique. Dans ce creuset de conflits, les superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, manœuvraient leur influence, jetant une ombre de la guerre froide sur la conflagration régionale. Leur rôle a été instrumental dans les approvisionnements en armes et le cessez-le-feu final, prouvant les ramifications géopolitiques plus larges du conflit. Un récit de stratégie militaire et d'évolution technologique s'est également dévoilé pendant la guerre. L'utilisation efficace de missiles anti-chars et anti-aériens par les forces égyptiennes et syriennes, comme les missiles Sager, a présenté des défis substantiels pour l'armée israélienne. L'utilisation innovante de contre-mesures électroniques par Israël et l'adaptation des tactiques de champ de bataille soulignent l'évolution dynamique des doctrines militaires. Des citations de l'époque encapsulent l'atmosphère de surprise, de lutte et de réflexion. « Nous avons été pris au dépourvu », a admis le général israélien Haïm Bar-Lev, encapsulant la réaction initiale israélienne
tandis que la proclamation d'Anwar Sadat « Nous avons traversé le canal » résonnait avec la rédemption historique. Opération Entebbe. Une symphonie de valeurs dans le théâtre ougandais. Dans les ombres menaçantes de 1976, un théâtre d'audace, de valeur et de précision s'est déployé à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, résonnant à travers les annales des opérations militaires et de sauvetage d'otages. Cette saga, connue sous le nom d'Opération Entebbe ou Opération Thunderbolt, a commencé par le détournement inquiétant d'un Airbus A300, transportant 248 passagers par 2 membres du Front populaire de libération de la Palestine, opérations extérieures et 2 membres des cellules révolutionnaires allemandes. Le volume, en route de Tel Aviv à Paris, a été détourné vers Entebbe et les passagers ont été retenus dans l'ancien terminal de l'aéroport, faisant face à l'incertitude terrifiante d'une prise d'otage. Des noms tels que Jonathan Netanyahou, le frère aîné de Benjamin Netanyahou, qui est par la suite devenu le premier ministre le plus longtemps en fonction d'Israël, sont gravés dans l'histoire de l'opération. Jonathan, le leader de l'opération, a joué un rôle crucial, incarnant l'esprit courageux de la mission, mais a tragiquement perdu sa vie pendant le sauvetage. Les chroniques de la chronologie de la mission sont captivantes. Le 27 juin a marqué le début de l'épreuve, avec l'exécution du détournement. En avançant rapidement jusqu'au 4 juillet, une toile d'art militaire méticuleuse a été peinte, alors que les commandos israéliens prenaient d'assaut l'aéroport, sauvant 102 otages lors d'une mission qui a duré 90 minutes. L'opération Entebbe a présenté une tapisserie tissée avec une planification militaire extraordinaire, du renseignement et une exécution, la transformant en une opération militaire légendaire étudiée et admirée dans le monde entier. Le cadre de la mission était entrelacé de nombreux éléments fascinants et d'anecdotes. Par exemple, l'implication du dictateur ougandais Idi Amin, qui a été initialement présenté comme un médiateur, mais s'est par la suite révélé complice des pirates de l'air, a ajouté une couche d'intrigue politique. Des curiosités entourent également l'ancien terminal où les otages étaient retenus. Il était en cours de rénovation financée par Israël avant de devenir la scène de ce drame historique. Les stratégies et les tactiques illustrent la profondeur de la planification et de l'adaptation opérationnelle. Des avions de transport. Hercule C-130 modifiés ont volé sur plus de 2500 milles pour la mission, témoignant de leur orchestration logistique. Une Mercedes noire, ressemblant à la voiture d'Amin, a été utilisée comme tactique de tromperie pour initialement confondre les forces ougandaises, illustrant les intrications détaillées de la mission. Des citations historiques éclairent l'atmosphère de l'opération. « Nous rentrons à la maison », a transmis l'équipe de sauvetage, incarnant un message d'espoir, d'assurance et de solidarité nationale. Les chiffres articulent davantage le récit de la mission. 3 otages ont perdu la vie et 102 ont été sauvés, tandis que tous les pirates de l'air et 45 soldats ougandais ont été tués. Dans cette orchestration historique, la communauté internationale a joué son rôle. L'opération se déroulant sur fond de négociations impliquant diverses nations et entités internationales. Paris, où le volume malheureux était initialement à destination, est devenu un centre d'activité diplomatique et les événements qui se sont déroulés ont tenu le public mondial en haleine. Liban, 1982. Écho des champs de bataille d'invasion et de siège. Le labyrinthe des rues du Liban et les échos de la Méditerranée ont été témoins des tempêtes de conflits en 1982. La tapisserie de cette guerre a été tissée avec des complexités, des calculs stratégiques, les ombres des antagonismes historiques et les impacts viscéraux du siège et du combat. Le 6 juin 1982, Israël a lancé l'opération Paix pour la Galilée, marquant le début d'une invasion qui allait résonner à travers les domaines de l'histoire militaire, des changements géopolitiques et de la souffrance humaine. Les architectes et exécuteurs de l'invasion étaient des visages marqués par l'importance historique. Menahem Begin, le premier ministre israélien, et Ariel Sharon, le ministre de la Défense, sont gravés dans le récit, incarnant les domaines tactiques et politiques de l'opération. Leur intention était claire, expulser l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, dirigée par Yasser Arafat du Liban, éteindre les menaces qui se développaient dans les périmètres nord d'Israël et modifier l'architecture géopolitique du Liban.
Naviguer à travers la chronologie de la guerre révèle diverses manœuvres militaires et stratégiques. Une avancée rapide israélienne à travers le sud du Liban a caractérisé les premières étapes de l'opération, avec la ville de Saïda tombant sous les projecteurs militaires. Dans le chapitre suivant, la capitale libanaise, Beyrouth, a été encerclée, annonçant un siège marqué par les bombardements, l'endurance et les appels et négociations internationaux. Des citations historiques de l'époque résonnent avec les nuances graves et robustes de la guerre. « Nous les frapperons fort », a déclaré Ariel Sharon, encapsulant un sentiment de résolution militaire. À l'inverse, les expressions de la communauté internationale reflétaient des préoccupations et des appels à la paix, un dialogue reflétant les réponses mondiales au théâtre de guerre qui se déroulait. Les données et les chiffres du conflit racontent leurs propres histoires de chagrin et de stratégie. Les victimes civiles ont marqué les empreintes tragiques du conflit, avec le massacre de Sabra et Shatila résonnant comme un chapitre sombre dans les annales des crimes de guerre, laissant des centaines, voire des milliers, de personnes disparues. Les métriques de l'engagement militaire étaient également redoutables, avec d'importantes troupes, de l'artillerie et une puissance aérienne engagée dans la chorégraphie du conflit. Des curiosités et des particularités subsistent dans les ombres de la guerre. Des anecdotes telles que l'utilisation présumée d'un âne par les forces israéliennes pour déclencher des mines terrestres offrent un aperçu de l'inventivité brutale de la guerre et de l'étendue de l'implication humaine et animale dans les affres du conflit. Les conséquences plus larges de la guerre se sont déroulées dans les domaines politiques et humains. Le départ de l'OLP du Liban a marqué un changement significatif dans le paysage des conflits au Moyen-Orient. L'armée israélienne, malgré sa tactique et sa prouesse technologique, s'est retrouvée à naviguer dans les intrications et les défis de la guerre urbaine et les complexités de l'atteinte d'objectifs politiques plus larges. Les lieux qui ont subi les impacts de la guerre, comme Beyrouth, racontent des histoires de résilience et de reconstruction, mais aussi les cicatrices durables du conflit. La guerre a également annoncé des changements dans les alliances et les contours géopolitiques de la région, avec la Syrie, un acteur crucial dans le canevas libanais, naviguant dans ses propres stratégies et implications dans le déroulement du conflit. Dévoilement de la première intifada, rébellion, réponse et restructuration politique. La première intifada a éclaté en décembre 1987, projetant de longues ombres sur les territoires palestiniens et Israël pendant environ 6 ans. Initiée en grande partie comme un soulèvement populaire non violent, elle a ensuite évolué en un mouvement plus coordonné et militarisé, signifiant les profondes frustrations et aspirations du peuple palestinien vivant sous l'occupation israélienne. L'intifada a été l'aboutissement de griefs de longue date, aggravés par des déclencheurs immédiats, comme l'accident de la route mortelle impliquant un Israélien et plusieurs Palestiniens au camp de réfugiés de Jabalia. La nature populaire de l'insurrection a été exemplifiée par l'implication de divers segments de la société palestinienne, des femmes et des travailleurs aux étudiants et aux organisations communautaires locales, des figures et des groupes palestiniens importants tels que l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, de Yasser Arafat, et le Hamas, une organisation islamiste qui a gagné en importance pendant cette période, ont joué des rôles cruciaux dans l'insurrection. L'influence du Hamas pendant l'intifada a marqué un changement substantiel dans le paysage politique palestinien, offrant un contrepoids islamiste à l'OLP laïque. La réponse d'Israël à l'intifada a été multiforme et substantielle. Une doctrine stratégique étiquetée comme la politique du point de fer a été appliquée, impliquant des couvre-feux, des arrestations massives et des démolitions de maisons. Des figures politiques et militantes importantes ont été expulsées et des milliers de Palestiniens ont été détenus. Environ 1100 Palestiniens ont été tués et d'innombrables autres ont été blessés ou emprisonnés au cours des années de l'insurrection. Cette intifada a vu une large gamme de protestations, y compris la désobéissance civile, les boycotts et les grèves généralisées. Les manifestants ont affronté l'armée israélienne avec des pierres et des cocktails Molotov, et les scènes de jeunes Palestiniens lançant des pierres sont devenues des représentations emblématiques de l'insurrection. Les rues de la bande de Gaza et de la Cisjordanie étaient souvent englouties dans le chaos des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des munitions réelles. Des incidents notables
comme le meurtre de Mohamed Al-Doura, un garçon de 12 ans abattu lors d'une manifestation dans la bande de Gaza, ont souligné le tragique bilan humain et généré de la sympathie et de l'indignation internationale. De tels incidents ont également exacerbé les dures réalités du conflit, contribuant à son escalade et au durcissement des positions de chaque côté. Des enregistrements et des citations anecdotiques de la période illustrent vivement les sentiments. Par exemple, l'ancien ministre israélien de la Défense, Yitzhak Rabin, a tristement et controversé exhorté ses troupes à briser les os des manifestants palestiniens. De telles directives ont souligné la gravité de la réponse militaire israélienne et ont contribué à l'héritage durable d'amertume et de traumatisme. L'intifada ne s'est pas produite en isolement, mais a été influencée et façonnée par des réactions internationales. L'opinion mondiale a largement penché en faveur de la cause palestinienne, exerçant une pression sur Israël et catalysant des engagements diplomatiques. Les États-Unis, bien qu'alliés traditionnels d'Israël, ont facilité des dialogues et des négociations, marquant des efforts actifs de médiation internationale dans le conflit. Des changements substantiels dans les stratégies et les approches ont été observés pendant l'intifada. Le gouvernement israélien, initialement rigide, s'est progressivement ouvert aux négociations, aboutissant à la conférence de Madrid en 1991 et plus tard aux accords d'Oslo. L'intifada a également catalysé un débat interne palestinien conduisant à une approche nuancée du concept de solution à deux États, marquant un ajustement pivot dans les aspirations politiques de la direction palestinienne. Naviguer la paix. L'odyssée des accords d'Oslo. Dans le labyrinthe de la diplomatie du Moyen-Orient, les années 1990 ont été marquées par une quête d'espoir mais tumultueuse de la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, culminant avec les accords d'Oslo. Cette période a été témoin de manœuvres sans précédent en faveur de la réconciliation, soulignées à la fois par la fragilité de l'espoir et les ombres redoutables des animosités historiques. L'architecture des accords d'Oslo a été conçue dans le secret, naviguant à travers les courants turbulents du scepticisme et de l'hostilité, avec la facilitation norvégienne jouant un rôle pivot pour combler le gouffre de méfiance entre les deux factions. Ancrés en 1993, les premiers chapitres des accords d'Oslo se sont déroulés sur les pelouses de la Maison-Blanche, où la poignée de main symbolique entre Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, et Yasser Arafat, le président de l'OLP, a annoncé l'aube d'une nouvelle ère. Ce spectacle d'espoir était imprégné de modalités pratiques visant à faciliter une progression par étapes vers une paix complète, s'appuyant sur la reconnaissance mutuelle et la perspective de l'autonomie palestinienne dans des territoires spécifiques. Des architectes clés, comme Shimon Peres, Mahmoud Abbas, et des ministres des Affaires étrangères, tels que Johann Jorgen Holst, ont apporté à la table des négociations leur vision, leurs engagements et la lourde responsabilité de naviguer à travers les labyrinthes du compromis et de la contestation. Tout au long du processus, des détails complexes, allant de la coopération en matière de sécurité aux collaborations économiques, ont été minutieusement délibérés, intégrant au cadre des complexités et des aspirations reflétant le spectre plus large de la construction de la paix. Les arrangements de gouvernance intérimaire ont émergé comme un composant significatif des accords, envisageant la création de l'autorité palestinienne et délimitant les juridictions et les phases de retrait israélien de la bande de Gaza et de partie de la Cisjordanie. Bien que de tels développements aient signalé des étapes sans précédent, ils ont été simultanément ponctués par des questions contentieuses telles que le statut de Jérusalem et la question des réfugiés, qui sont restés des défis redoutables, enveloppés dans les incertitudes des négociations futures. Les paysages statistiques ont également dévoilé leurs récits. Par exemple, à la suite des accords, les années 1990 ont été témoins d'une escalade dans les colonies israéliennes, avec une croissance substantielle de la population des colons en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Cette matrice démographique et géographique a compliqué davantage la tapisserie évolutive de la paix et des négociations territoriales. Les voies des accords d'Oslo n'étaient pas linéaires, mais marquées par les flux et reflux de crises intermittentes, de transitions politiques et d'actes de violence. Des incidents notables, tels que l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995
ont résonné avec des impacts profonds, ébranlant les fondations du processus de paix et reflétant les polarisations intenses et les contestations ancrées dans les domaines sociopolitiques. Des citations de l'époque encapsulent les sentiments et les philosophies variées influençant la trajectoire du processus de paix. Les mots de Rabin « On ne fait pas la paix avec des amis, on la fait avec des ennemis très peu recommandables » ont fait écho aux dimensions pragmatiques et conflictuelles de l'Odyssée de la paix. De même, des voix diverses, allant du scepticisme à l'optimisme, ont résonné à travers les arènes mondiales, reflétant les perceptions et les enjeux multifacettes entrelacés avec le processus d'Oslo. Démêler la deuxième intifada, une tapisserie de tourmente. Dans les chroniques du conflit israélo-palestinien, les années 2000 à 2005 se dressent comme le témoignage d'une période imbibée de sang et de tourmente, gravant la saga de la deuxième intifada dans les pages indélébiles de l'histoire. L'avènement de cette insurrection violente fut une confluence de frustrations mijotantes et de points de flash immédiats, avec la visite controversée d'Ariel Sharon au Mont du Temple, ou Haram al-Sharif, qui alluma la mèche du paysage déjà volatile. Diversifié dans ses mécanismes et féroce dans ses manifestations, la deuxième intifada peignit les régions de coups de pinceau faits d'attentats à la bombe, d'opérations militaires et d'un théâtre continu de morts et de représailles. L'intifada fut témoin des cris angoissés au poste de contrôle, des bulldozers enragés, de la construction de barrières de séparation et de l'énigmatique Arafat, encapsulé dans les complexes assiégés de Ramallah. Les rues, les cafés et les bus se transformèrent en arènes d'imprévisibilité et de peur, alors que des événements tragiques, orchestrés principalement par des factions comme le Hamas et la Brigade des Martyrs d'Al-Aqsa, semaient le chaos, ôtant des vies et semant les graines de traumatisme perpétuel. Les échos statistiques résonnent avec les sombres récits de pertes, avec plus d'1 millier d'Israéliens et plusieurs milliers de Palestiniens, étreignant l'étreinte de la mort pendant cette époque turbulente. Des villes comme Jérusalem et Tel Aviv sont devenues les épicentres du chaos et du désespoir, alors que les nuages sombres des attentats à la bombe planaient de manière inquiétante, frappant les cordes de la vie quotidienne et du tissu social. Dans le domaine du leadership et des architectures politiques, des figures comme Ariel Sharon et Yasser Arafat ont manœuvré à travers les terrains tumultueux, leurs actions et décisions étant intrinsèquement liées à la tapisserie déployée de l'insurrection. Arafat, souvent retranché dans les domaines de Ramallah, est apparu comme un symbole de résilience et d'ambiguïté palestinienne, son héritage et ses stratégies étant soumis aux lentilles du scrupule, de la révérence et de la controverse. Les regards mondiaux étaient également braqués sur les scénarios en évolution, les réactions internationales se mêlant dans les domaines de la diplomatie et de la médiation. Cependant, les couloirs de la paix semblaient de plus en plus insaisissables, les promesses des accords d'Oslo se noyant dans les marées de carnage, de méfiance et de désespoir. Des interventions importantes, comme la feuille de route pour la paix du Quartet, ont tenté de ressusciter les flammes vacillantes de la réconciliation, mais les ombres de la réalité se sont avérées écrasantes. Les citations historiques de cette époque émanent des spectres d'émotion et de philosophie. La description d'Arafat par Sharon comme un ennemi qui a décidé de faire une stratégie de terreur résonne avec la polarisation et les animosités caractéristiques de la période. Des paysages contrastés ont également été dépeints à travers des dialogues et des discours, reflétant les récits et les paradigmes divers, parcourant les domaines du conflit et de la diplomatie. Écho des cieux de 2006, la toile du conflit et du changement au Liban. Dans la chaleur accablante de juillet 2006, les vents portaient des murmures de guerre à travers les paysages du Liban et d'Israël. Une turbulence nommée la Seconde Guerre du Liban déroulait ses rouleaux féroces, écrivant les chapitres d'un conflit de 34 jours qui transformait les textures de la tapisserie régionale. Les dramatis personae du duel mettaient en vedette le Hezbollah et Israël, chacun manœuvrant l'échiquier militaire avec des stratégies visant à écrire le succès dans leur saga. L'encre de la causalité peint les origines du conflit avec des traits de contention et de confrontation. Un jour de mi-juillet marquait le prologue, où les militants du Hezbollah pénétraient en Israël, remuant les sables avec des enlèvements. Ces actes d'agression remplissaient les cieux avec les ailes de la guerre,
tandis qu'Israël répondait avec le tonnerre des frappes aériennes et le déluge d'une offensive terrestre, visant à purger les bastions du Hezbollah. Les noms et les lieux émergeaient comme des coordonnées cruciales dans la cartographie du conflit. Des figures clés, telles qu'Ehud Olmert et Hassan Nasrallah, maniaient les baguettes de la décision et de la direction. Les terrains du sud du Liban et du nord d'Israël racontent des histoires de batailles et de bombardements, où des villes comme Bin Jbeil et des cités comme Haïfa étaient prises dans les feux croisés du calamité. Les stratégies déployées par chaque camp affichent un panorama des esprits militaires au travail. La puissance d'Israël se manifestait à travers des frappes aériennes complètes, des blocus navals et des incursions terrestres. Leurs objectifs irradiaient des visées pour récupérer les enlevés, démanteler l'architecture de la militantisme du Hezbollah et diluer les averses de roquettes atteignant les royaumes israéliens. Le Hezbollah, en revanche, orchestrait l'orchestre de ces opérations avec des airs asymétriques, harmonisant les attaques de roquettes avec des tactiques de guérilla. Leurs roquettes, se manifestant comme des symboles significatifs de leur partition stratégique, atteignaient au-delà des frontières, portant les balades de la portée et de la résilience. Les statistiques, les numéros du récit, esquissent les échelles de la perte et les livres de dommages. Le conflit s'achevait, laissant plus de 1000 Libanais et environ 160 Israéliens enveloppés dans les linceuls de la mortalité. Les veines infrastructurales étaient coupées et le corps de l'économie saignait des pertes brodées dans les tissus de milliards. Dans l'étreinte de l'après-coup, les pages se tournaient pour révéler les contours du changement et de la conséquence. Les mains de l'ONU rédigeaient les résolutions qui cherchaient à écrire la paix et à promettre la récupération. Les troupes de territoires internationaux foulaient les sols, tissant la présence du maintien de la paix dans les motifs post-guerre. Des citations historiques émanent des lèvres des dirigeants et des textes des accords, faisant écho aux rhétoriques de la résolution et de la rétrospection. Des expressions de victoire et des vœux de résistance continue insufflèrent la vie dans les paysages politiques, modelant les esprits et les cartes dans les ombres du coucher de soleil de la guerre. Les curiosités colorent également la toile du chronique de ce conflit. Des histoires racontent les chemins de la rivière Litanie, témoins des eaux de la guerre, et les oliveraies saisissant les rafales de conflits et de survie. Les échos des cieux de 2006 résonnent à travers les royaumes de l'histoire, résonnant avec les résonances des stratégies sculptées, des vies vécues et perdues, et des héritages persistants dans les paysages du Liban et d'Israël. Chemin vers la résolution. Naviguer dans les avenues de la paix dans la tapisserie israélo-palestinienne. Naviguer dans les sentiers du casse-tête israélo-palestinien exige de parcourir des boulevards historiques et des avenues contemporaines, où les échos de récits divers résonnent. Depuis 1947, avec le plan de partage des Nations Unies dans la résolution 181, proposant la création d'États juifs et arabes indépendants, les graines de la solution à deux États ont été semées. Des leaders comme David Ben-Gourion et le roi Abdallah Ier de Jordanie ont été des figures pivots de cette époque, incarnant les aspirations nationales et les complexités d'acceptation et de rejet. Dans la tapisserie du temps, Oslo en 1993 est apparu comme un repère significatif où la poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, sous les yeux attentifs du président Bill Clinton, symbolisait un épanouissement momentané de la paix. Oslo a cultivé des cadres de reconnaissance mutuelle et de potentiel étatique, avec des villes comme Jéricho et Gaza scintillant comme les premières récoltes de l'autogouvernance palestinienne. Pourtant, le jardin de la paix est souvent ombragé par les nuages de la discorde et de la violence. Des événements notables, tels que l'assassinat de Rabin en 1995 et les cascades tumultueuses de la deuxième intifada, illustrent les fragilités et les tempêtes qui ont balayé les paysages de la résolution. Un itinéraire alternatif à travers le discours de l'État unique envisage des autoroutes intégrées de citoyenneté israélienne et palestinienne. Des intellectuels tels qu'Edward Said ont contribué à ce dialogue, nourrissant des débats autour de la démocratie, de l'identité et des confluences de deux peuples dans un ensemble territorial et politique unique. Les architectures économiques impriment également leur signature sur la carte de la paix. Le protocole de Paris de 1994, par exemple, a esquissé les relations économiques entre Israël et l'autorité palestinienne, cultivant des terrains d'union douanière
et de coopération fiscale. Cependant, les disparités économiques et les restrictions, comme les blocus sur Gaza, projettent souvent des ombres de limitations et de défis sur ces terrains. Des ponts culturels et éducatifs offrent des domaines de connectivité et de compréhension. Des initiatives telles que Seeds of Peace ou les écoles bilingues gérées par Yad Biyad, main dans la main, dévoilent des espaces où les jeunes Israéliens et Palestiniens naviguent sur les rivières du dialogue, de l'empathie et de l'apprentissage partagé. Des voix historiques résonnent également avec les couleurs de l'inspiration et de la prudence. Considérez la proposition de paix d'Ehud Olmer en 2008 et les réflexions de Mahmoud Abbas sur les opportunités manquées, incarnant des récits de négociation et les subtilités d'accords et d'hésitation. Alors que la toile de l'histoire se déroule, elle peint vivement les contes tumultueux du passé d'Israël, une symphonie de survie griffonnée à travers les sables du temps. Depuis les ombres de 1948, où les mélodies de l'indépendance et le tumulte de la Nakba dansaient, jusqu'aux échos récents de conflits qui résonnent à travers les terrains endeuillés de Gaza. Des guerriers et des leaders, comme David Ben Gourion et Yasser Arafat, ont gravé leurs chapitres, dessinant les contours des époques avec des décisions et des destinées. Dans les mots de Mahatma Gandhi, « Il n'y a pas de chemin vers la paix, il n'y a que la paix ». Cette citation résonne comme un rappel, une réverbération à travers les couloirs du conflit, encourageant les cœurs à abriter l'espoir, à cultiver les jardins de la paix au milieu des champs de bataille de l'adversité. Ainsi, alors que le rideau se ferme sur notre voyage narratif, puissent les histoires servir de sentinelles inébranlables, guidant vers un horizon où la paix prévaut, et où les rameaux d'olivier de l'harmonie fleurissent au milieu des terres anciennes de la promesse.